Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir ce soir. Alors, pour ceux qui connaissent l'outil, pour le coup, puisque ce n'est pas la première fois qu'on l'utilise, vous avez sur votre droite la possibilité de poser des questions. On y répondra, si possible, en live. Exactement. Voilà, et au fur et à mesure, on vous posera très certainement des sondages de manière à rendre ce live totalement interactif. Alors, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau live Parlons Immobilier. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Zoé Bach, responsable développement et distribution de Silver Avenir. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Et Gaëla Elgouarch, directrice générale de TOIRM. Bonsoir Gaëla. Bonsoir. Alors ce soir, on va avoir un live passionnant sur deux véhicules d'investissement qui sont de plus en plus plébiscités par les épargnants, les SCI spécialisés et les sociétés civiles à architecture ouverte. Donc, j'aurai plaisir d'animer ce live avec mon associée Hélène Barraud-Housset. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un point rapide sur le centre du patrimoine. On va faire un bref rappel. Puis, je laisserai la main donc à mon associé qui animera la seconde partie sous un format questions-réponses sur la conférence pour l'actualité donc de la SCI Silver Avenir et plus particulièrement de la société civile Pythagore. Xavier Girard est également présent parmi nous, même s'il n'intervient pas non plus ce soir. Et il sera à votre disposition à la fin de ce live pour répondre à toutes vos questions également. Alors, ce soir, on va commencer par la présentation du centre. Donc, comme vous le savez, on s'est créé en 2001. Il y a donc 20 ans, on avait pour objectif de créer une relation unique et privilégiée avec nos clients. J'espère qu'on y est arrivé. En tous les cas, on s'y emploie tous les jours. Dans un monde qui bouge et qui est de plus en plus complexe face à nous, que ce soit en fiscalité, patrimoniale, immobilier, financier, on met à votre disposition notre expertise pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, on conseille et on supervise 350 familles au quotidien. Ça reste une société aujourd'hui familiale à l'actionnariat purement familial, donc avec des valeurs qui sont les suivantes, la proximité, la réactivité et la stabilité de la relation dans le temps. Pour certains de nos clients, ça fait plus de 20 ans que nous nous connaissons. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de passer bien sûr la main à Hélène et d'attaquer directement dans le vif du sujet. Je vous souhaite à tous un très bon live. Régalez-vous, posez des questions, on sera là pour y répondre. Merci Jean-Olivier. Donc, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live Parlons Immobilier. Donc, je vais en plus, j'ai la chance donc d'accueillir Zoé Bach et Gaëla Elgouarch. Donc, on va commencer par toi Zoé, si tu veux bien te présenter et présenter la société. Et au fur et à mesure, j'interagirai avec toi pour pouvoir te poser des questions sur le sujet. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous d'être là. Donc, du coup, je me présente. Je suis responsable commerciale pour la SCI Silver Avenir, une SCI que vous allez pouvoir retrouver dans vos contrats du Centre du patrimoine. Et avant tout, j'aurais aimé vous présenter la société dans laquelle on est, qui s'appelle Fédéral Finance Gestion. C'est aujourd'hui une société de gestion qui gère plus de 40 milliards et qui fait partie du groupe Arca Crédit Mutuel. Aujourd'hui, on s'est spécialisé dans l'immobilier et une SCI qui est un peu diversifiante, qui est sur le viager. Donc, dans un premier temps, en fait, j'aimerais également vous présenter l'équipe, qui est une équipe assez particulière parce que c'est une équipe 100% féminine pour l'instant. Aujourd'hui, chez Fédéral Finance, on est une équipe de maintenant 6 personnes. La photo n'est plus à jour, dédiée à l'immobilier et dédiée à la SCI Silver Avenir. Nous avons 2 gérantes qui s'appellent Charlotte Evangelidis et Isabelle Claire, de Vergos de Habreux qui s'occupent de la partie gestion. On a Justine sur la partie analyse. On a également la chance bientôt d'accueillir une nouvelle gérante pour la rentrée prochaine qui vienne étayer les équipes. Comment est-ce que la SCI Silver Avenir a été créée? En fait, la SCI Silver Avenir, elle répond à un enjeu sociétal majeur, qui est le vieillissement de la population dans un premier temps, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, la population des plus de 75 ans va doubler d'ici à 2060. On passe de moins de 6 millions de seniors en 2020 à près de 12 millions en 2060. On voit vraiment qu'il y a vraiment la population qui vieillit de plus en plus en France. Et d'autre part, ça répond à un deuxième besoin grandissant qui est la petitesse des retraites. On se rend compte que la retraite moyenne d'un senior en France est de moins de 1 400 € brut par mois, alors qu'une EHPAD ou une résidence senior va être entre 1 000 et 3 000 € par mois. Donc, comment en fait ces seniors vont faire
pour remplir ce reste à vivre, remplir cette différence qui est entre les retraites et les EHPAD. Il faut également savoir que les retraites vont être de moins en moins importantes. On sait sur l'année 2021 que la retraite des seniors a baissé de près de 6%. Aujourd'hui, les seniors, on se rend compte qu'ils ont du patrimoine immobilier, beaucoup, mais peu de liquidité. On a 75% des plus de 70 ans qui sont propriétaires. On a 90% des seniors qui souhaitent rester vieillir chez eux. Donc aujourd'hui, ce fonds, il a été vraiment créé dans cette problématique et pour répondre à cet enjeu. Donc, c'est vraiment une réponse aujourd'hui, Zoé, si je me permets, donc une réponse sociale, j'ai envie de dire aujourd'hui par rapport à ça. D'accord. Et justement, je pense que tu vas peut-être y venir, mais peux-tu expliquer, parce que donc, ça répond à ça, mais donc ça se repose sur le viager, c'est bien ça, hein, donc la SCI. Donc, est-ce que tu peux expliquer donc, à nos clients ce soir qu'est-ce que c'est le viager, en fait? Parce que bon, on connaît ça dans le vocabulaire courant, on sait à peu près ce que c'est, mais peux-tu nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne, s'il te plaît? Avec plaisir. D'abord, je voulais vous faire un petit point sur le marché du viager, qui est un marché en pleine croissance, parce qu'on peut se dire le viager, c'est pas forcément très démocratisé. Il y a beaucoup de gens qui avaient un capital pas très sympathique vis-à-vis de ça. On pense forcément à l'histoire de Jeanne Calment. Mais en fait, le marché du viager, qu'est-ce que c'est? C'est un marché qui est en hausse de près de 25% sur les 10 dernières années. Et c'est une augmentation qui est vraiment structurelle. Aujourd'hui, on va de plus en plus avoir d'agences immobilières qui vont se spécialiser dans le viager parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à acheter en viager. Le viager, c'est 1% des transactions immobilières sur le marché de l'ancien. Il faut également savoir que le patrimoine immobilier des seniors en France avait été évalué en 2013 à près de 3 000 milliards d'euros. Donc, pour vous dire, c'est vraiment un marché qui est très, très large. Et là, ça fait une bonne transition sur la différence entre viager classique et viager 100% bouquet, qui est la suivante. Aujourd'hui, dans notre fonds Silver Avenir, on a un viager qui est un peu différent, qui est de viager 100% bouquet. Sur la vidéo, vous allez pouvoir le voir sur la partie droite du slide. Un viager classique, qu'est-ce que c'est? Sur un bien, disons, d'1 million d'euros, le bouquet qui est directement versé au senior est en général de 20%. Donc, sur un bien d'1 million d'euros, le senior, il reçoit 200 000 euros. Donc, on est bien d'accord, Zoé. Donc, le principe du viager, c'est je verse donc des sous, mais la personne reste chez elle. On est d'accord, la personne, le senior, peut rester chez elle. C'est bien ça, hein? Exactement. C'est jusqu'à la fin de ses aides, jusqu'à la fin de sa vie. Ce qu'il faut également savoir que le fonds, le but principal du fonds, c'est le maintien des seniors à domicile. C'est vraiment la thématique qui s'implante dans le groupe également Arkea parce que c'est vraiment un groupe qui cherche à avoir du sens à l'investissement. Donc, un viager classique, c'est un système de bouquet et ensuite une rente jusqu'à la fin de la vie du senior. Le bouquet, disons, sur un bien d'1 million d'euros, il est 200 000 euros. Et ensuite, potentiellement, le senior, il va recevoir 40% de la valeur de son bien en rente. Il faut savoir que le senior, il est défiscalisé sur le bouquet. Donc, les 200 000 euros, il le reçoit directement dans sa poche. Alors que la rente, c'est considéré comme un revenu. Donc, il est imposé sur ce revenu-là. Donc, il perd encore de l'argent. En fait, tu es en train de nous expliquer que le viager, donc ça fonctionne sur bouquet, donc comme on pourrait dire, donc c'est une somme, un capital, hein, donc c'est bien ça, un capital, et après, donc dans un viager classique, petit à petit, donc c'est, je dirais, ils ont des rentes chaque mois pour pouvoir, je dirais, vivre. On est bien d'accord? Exactement. C'est des rentes qui vont être plus ou moins importantes, mais disons 1 500, 2 000 euros par mois, donc ça ne va pas vraiment changer leur vie. Et d'autre part, en plus, il y a une partie qui repart aux impôts parce que c'est imposé. Donc, c'est vraiment, il perd en plus de l'argent. D'autre part, pour le fonds, parce que c'est important de parler de la rentabilité du fonds, pour le fonds, il faut savoir que quand on fait des rentes, en fait, il faut provisionner des rentes. Donc, ça coûte beaucoup de trésorerie et beaucoup d'argent au fonds. Ça, c'est un viager classique. D'accord. Nous, on a fait le viager 100% bouquet, qui est différenciant. C'est-à-dire que sur un bien d'1 million d'euros, on verse 60% de bouquet, donc un capital tout de suite. Pourquoi vous êtes basé là-dessus d'ailleurs par rapport à cette valeur de bouquet? Qu'est-ce qui vous a permis de dire le 60% par rapport, c'est quoi en fait? Sur quoi vous êtes basé sur ça? Pourquoi on s'est basé? En fait, on verra ça dans le slide d'après. Mais comment est-ce qu'on calcule le bouquet? Il va dépendre de l'espérance de vie du senior et également de la valeur du bien et de la valeur des loyers du bien qui est expertisé. Nous, c'est BNP Real Estate qui expertise les biens. Donc, on est vraiment parti sur des valeurs qui ont été expertisées et entre guillemets, on ne les choisit pas au doigt mouillé. Et nous, en fait, on est sur du résidentiel haut de gamme. Donc, du coup, notre décote moyenne sur les biens est de 40%. Et ça, on va pouvoir le voir dans le slide d'après. Le viager 100% bouquet, du coup, nous, sur un bien d'1 million d'euros, on va verser 600 000 euros tout de suite au senior.
ça a différents avantages. Déjà, ça nous permet de ne pas capitaliser directement sur le décès de la personne, parce que s'il décède dans une semaine ou dans 10 ans, on ne lui versera pas 1 euro de plus. D'autre part, c'est un capital pour le senior qui est défiscalisé parce que c'est sa résidence principale. Et troisièmement, en fait, ce senior-là, avec, disons, 600 000 euros sur un besoin d'1 million, eh bien, il va pouvoir refaire des projets. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce senior, en général? Il voyage. Il se paye une aide à domicile. Il refait son habitation parce qu'en fait, il reste vivre chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il va refaire sa cuisine, sa salle de bain. Et également, il va également pouvoir faire des donations de son vivant. Donc, c'est vraiment une situation win-win aussi bien pour l'investisseur que pour le senior qui permet en fait de rester chez lui jusqu'à la fin de sa vie. D'accord, oui, donc oui, c'est vraiment un but social quand même, de base. D'accord, ok. Et donc, vous avez décidé de fonctionner seulement avec le bouquet, c'est une raison, donc comme tu nous as expliqué tout à l'heure, parce qu'il fallait valoriser aussi, thésauriser les rentes, c'est exclusivement pour ça que vous avez choisi surtout que faire du bouquet ou il y a d'autres raisons? C'est exactement pour ça et c'est également aussi dans la philosophie du maintien du senior à domicile et de ne pas capitaliser directement sur la mort du senior. Parce qu'au moins, on a tout versé tout de suite et ça lui permet de rester à vivre tranquillement chez lui. Il a reçu vraiment tout l'argent tout de suite. D'accord, ok. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on calcule ce bouquet? Ce que je vous racontais, c'est les 40% de décote. Quand on choisit un bien, on a BNP, notre expert immobilier, qui va évaluer le bien, qui va nous dire ce bien-là, il vaut 1 million d'euros. Si jamais vous souhaitez le louer, vous pourriez le louer 2 500 euros par mois. Donc, en fait, on prend l'étape de mortalité. On dit ce senior, il a 12 ans d'espérance de vie. Donc, on fait 1 million d'euros, la valeur du bien, moins l'espérance de vie du senior, donc 12 ans, fois les 2 500 euros de loyer par mois, par an. Et c'est comme ça qu'on calcule ces fameux 60%. Bien sûr, ça va dépendre du bien et du senior, donc ça peut bouger, ça peut être 35% de décote, ça peut être 55% de décote, ça peut être 20%. Ça dépend de l'âge du senior, forcément. Forcément, d'accord. Exactement. Aujourd'hui, parlons un peu de performance. Aujourd'hui, quel est le rendement d'un fonds comme Silver Avenir? Aujourd'hui, on target 4 à 5% de performance par an. Et cette performance, elle passe par quoi? Elle passe par 3 moteurs. Elle passe par un moteur de performance à l'achat. C'est quand on achète des cotés, c'est ces fameux 40% qui nous permet de forcément avoir un bien qui va être décoté par rapport au marché. On a un deuxième moteur de performance qui est le temps qui passe, parce qu'en fait, mécaniquement, dans le portefeuille, aujourd'hui, on a 70 biens en portefeuille depuis la création du fonds. Mécaniquement, tous les ans, les seniors, ils ont un an de plus et nous, on devient un peu plus propriétaire. C'est du démembrement viager. Donc, tous les ans, mécaniquement, on va avoir 2-3% de performance par an. Et ensuite, on a un troisième moteur de performance qui est à la libération. C'est une sorte de stock de performance que tu es en train de nous expliquer par rapport au démembrement viager. Vu que petit à petit, la SCI devient propriétaire encore plus du bien, entre guillemets, c'est un stock de performance, j'ai envie de te dire. Exactement. C'est mécanique. De manière. Exactement, totalement. Et on a un troisième moteur de performance qui est du coup la libération, c'est quand on récupère la pleine propriété des biens et que là, qu'est-ce qu'on va faire des biens? On va soit les revendre au prix du marché du coup, soit les relouer également au prix du marché. C'est un moteur de performance qui sera également plus important par la suite parce que mécaniquement, les biens qu'on a achetés l'année dernière, les seniors se rapprochent de plus en plus de la fin de leur vie. Cette année, par exemple, on a eu 2 libérations au mois de février, ce qui n'était pas forcément prévu parce que les biens avaient été achetés 2 mois avant. Oui, malheureusement. J'ai envie de dire pour les fonds. Exactement. Heureusement pour le fonds, on va dire. Donc, heureusement pour les investisseurs. Voilà, oui, on est d'accord. Donc, nous, on target 4 à 5% de performance par an. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va acheter dans le portefeuille? Ce qui est important de le savoir. Aujourd'hui, ça, c'était donc le portefeuille à fin mars. Moi, je peux vous en parler parce que maintenant, on est presque à fin juin, donc on a des nouvelles valeurs. On est prêt à près de 70 biens en portefeuille. On a une décote moyenne de 38%. Et alors, ce que vous allez vouloir savoir, c'est quel type de biens est-ce qu'on achète dans ce fonds? Aujourd'hui, on achète, c'est du résidentiel, c'est des biens qui appartiennent à des seniors et c'est des résidentiels haut de gamme. La valeur moyenne d'un bien en pleine propriété est autour d'1,5 million d'euros. Donc aujourd'hui, ces biens, ils sont placés où? Ils sont placés à Paris, ils sont placés en Île-de-France, ils sont également à Bordeaux, ils sont également à Biarritz, ils sont également à Toulouse, ils sont à Saint-Jean-de-Luz. Ils vont être beaucoup en PACA parce qu'historiquement, en PACA, on a beaucoup de viagers et beaucoup de seniors. Donc, dans le PACA, typiquement, comme grande ville que vous connaissez, vous allez pouvoir retrouver du Cannes, du Antibes,
du Saint-Tropez, du Saint-Jean-Cap-Ferrat, ce genre d'endroit qui fait toujours un peu rêver. Ce type de fonds, vous allez pouvoir avoir accès à du résidentiel haut de gamme directement dans un fonds qui va être liquide grâce à l'assureur. Aujourd'hui, pour entrer dans des biens, alors je ne sais pas si je peux un peu plus zoomer, mais au pire, vous le verrez plus ou moins. Mais aujourd'hui, les biens qu'on va avoir, par exemple, vous allez avoir en haut à droite un bien qu'on a acheté à Bormes-les-Mimosas. Donc, Bormes-les-Mimosas, c'est dans la région de Saint-Tropez, c'est entre Toulon et Saint-Tropez. On a un appartement qui est évalué à plus de 4 500 du mètre carré sur le marché. Nous l'avons acheté à moins de 3 000 € du mètre carré. Donc, c'est une décote de près de 36%. En dessous, on a un bien, par exemple, à Cannes. À Cannes, le bien, c'était un T3, donc c'est un appartement de 3 pièces, qui était évalué à plus de 11 000 € du mètre carré, qu'on a acheté 7 400 du mètre. Donc 32% de décote. On a du Antibes. Et sur le slide d'après, vous allez pouvoir voir du Paris également. Paris en haut à gauche, où on sait qu'aujourd'hui, l'immobilier à Paris est totalement inaccessible. En fait, c'est des seniors qui ont acheté il y a 20-25 ans, donc qui ont acheté à l'époque en francs. Et ils sont tellement étonnés que leurs biens valent autant d'argent que ça permet vraiment, ce bouquet permet de leur changer la vie. Donc à Paris, typiquement, en haut à gauche, on a un bien qui a plus de 12 000 du mètre carré, qu'on a acheté à 8 500 du mètre carré. On a également du Bordeaux. Le Bordeaux, ça a explosé depuis 5 ans. Ils ont avec l'arrivée avec les 2 heures du TGV, ça a encore plus explosé. Exactement. Donc c'est ce type de bien que vous allez pouvoir retrouver. Fontaine-sur-Saône à droite, c'est à côté de Lyon. C'est pareil, c'est une banlieue assez haut de gamme. On a également du Annecy, parce que Annecy, en fait, c'est un peu la frontière française de la Suisse. On a beaucoup de gens qui viennent vivre là-bas. Donc, on a ce type de bien en portefeuille qui permet d'avoir une exposition haut de gamme au résidentiel en donnant du sens à l'investissement, parce que le fonds, principalement, le but, c'est le maintien des seniors à domicile. Oui, mais quand même avec une grosse valeur patrimoniale des biens pour éviter d'avoir une décote à terme ou une mauvaise surprise. On est bien d'accord. Exactement, parce que on reste des financiers et le but après, c'est quand même de pouvoir revendre et relouer les biens sur le marché pour vous donner de la rentabilité. D'accord, très bien. Merci, c'est très clair. Et donc, par rapport à la performance, donc Zoé, tu nous as dit que grosso modo, la performance souhaitée pour nos clients investisseurs, donc c'est 4 à 5% à peu près, c'est ça, de rendement annuel souhaité. D'accord. Et après, donc, tu peux nous dire un petit peu, donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut le trouver, donc, où est-ce qu'on peut trouver cette SCI et comment ça, voilà, et comment on peut la souscrire. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le retrouver dans vos contrats sur Avenir que vous avez avec notamment Épargnissimo et Viplus, qui sont vos partenaires. Donc, vous allez pouvoir le retrouver dans l'ensemble de vos contrats, que ce soit assurance vie, contrat de capitalisation, PER ou autre. D'accord, très bien. J'en ai fini. Je ne sais pas si des questions sont là supplémentaires. Sinon, je vais laisser la place à Gaëla qui vous parlera de Pythagore également. Pour le moment, donc j'ai pas de questions complémentaires. J'ai pas de questions moi pour ma part complémentaire. Apparemment, tout a été très clair. Je n'ai pas de questions à l'heure actuelle de nos clients ou internautes. Donc dans le coup, je vais passer la parole. Merci beaucoup Zoé en tout cas de l'explication. Donc je vais passer la parole donc à Gaëla. Donc bonsoir Gaëla, ravie de t'avoir avec nous. Donc voilà, avant que tu démarres, donc tu vas nous présenter donc Théorème et la SC Pythagore. J'ai quand même une question que depuis longtemps, c'est pourquoi ce nom Pythagore et Théorème. Les fondateurs, il y a un mathématicien dans la famille, il y a quelque chose en fait pour savoir ce qu'il en est par rapport à ce nom aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous. Alors, il n'y a pas de mathématicien dans la famille. Par contre, il y a beaucoup de matheux dans l'équipe de Théorème. Ça, c'est sûr. Et c'est surtout qu'on cherchait vraiment un nom. D'ailleurs, ça a été très compliqué quand on cherchait le nom de la société de gestion. Et les 4 fondateurs dont je fais partie sont d'accord pour dire que la réussite d'un investissement, c'est le résultat d'une formule et d'une formule mathématique assez précise. Et comme on est la première société de gestion française, en plus en multigestion, donc j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure, ça avait vraiment du sens que de mettre en avant notre capacité d'analyse en fait, et donc le mot de théorème avec le petit jeu de mots de l'acronyme de notre métier qui est REIM en anglais était vraiment important. Et puis Pythagore, parce que Pythagore, c'est moi qui suis la moins matheuse d'entre tous, c'est probablement le théorème que tout le monde connaît. Et comme on voulait offrir au plus grand nombre, donc au grand public, le savoir-faire de notre équipe de gestion, forcément, on voulait un nom qui parle à tous.
D'accord, c'est très clair. Donc oui, mais c'est surtout logique, j'ai envie de dire. Donc pour un théorème, c'est très bien. Très bien. Bah, donc par rapport à ça, donc je te laisse présenter théorème et au fur et à mesure, je vais te poser des questions qui peuvent venir et aussi bien de nos clients que celles que j'ai préparées. Alors je viens de vous le dire déjà, Théorème, donc c'est une société de gestion immobilière dont vous en connaissez beaucoup, hein, qui est un petit peu moins traditionnelle dans sa gestion puisque je viens de l'évoquer. C'est une société de gestion en multigestion. Je ne sais pas si c'est moi qui passe les slides, par contre, c'est toi qui peux passer les slides. Tu peux, normalement, tu as la main. Oui, c'est bon. On a conçu la société de gestion avec une idée très claire, c'est que on considérait qu'en fait le savoir-faire immobilier était assez disséminé sur l'intégralité du marché, et notamment le marché non pas seulement français, mais le marché européen, et qu'il était important d'apporter de la diversification dans les portefeuilles immobiliers des investisseurs français, notamment en ouvrant davantage les classes d'actifs et la géographie. C'est tout simplement on va dire l'interprétation dont on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On avait constaté effectivement que la plupart des investisseurs français avaient historiquement beaucoup de bureaux, beaucoup de commerces dans leur portefeuille, une géographie essentiellement française et éventuellement allemande, mais rarement au-delà, et que ce n'était pas suffisant pour apporter cette granularité. C'est la genèse de Théorème, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos fonds sont tous en multigestion et en totale architecture ouverte. Donc, c'est ça justement que tu appelles architecture ouverte, en fait. C'est ce qui te permet aujourd'hui de… Ah, on t'entend plus, Gaëlla. Je pense que tu as coupé le micro. Ça y est. Donc, en fait, c'est exactement ça. L'architecture ouverte, c'est tout simplement offrir une sélection à tous nos investisseurs au sein de nos fonds, avec une offre beaucoup plus étendue, donc des participations des immeubles, on va le voir tout à l'heure, mais dans de multiples stratégies d'investissement et des classes d'actifs qui vont pouvoir aussi changer en fonction des momentum de marché pour s'adapter. Si on parle par exemple de la période du Covid, évidemment, on a eu la chance de pouvoir choisir des portefeuilles en ayant connaissance de ces problématiques Covid. Donc forcément, il y a des classes d'actifs sur lesquelles on ne va pas aller, en tout cas en 2021, mais sur lesquelles on pourra revenir quand le momentum de marché sera davantage, on va dire, intéressant sur ces classes. Ce que ne peut pas faire forcément des gérants immobiliers traditionnels. Donc, en fait, nos placements sont gérés évidemment sur le principe de l'architecture ouverte, mais aussi avec une grande flexibilité. Et grâce à ça, on simplifie en fait l'accès à tout le marché immobilier aux investisseurs. D'accord. Alors, pourquoi on a choisi aussi l'architecture ouverte ? Je viens de le dire, c'est déjà pour respecter quand même des souhaits, des contraintes des investisseurs. C'est-à-dire que quand on a structuré le fonds, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu le prix de l'innovation, et ce prix, il est plutôt, c'est la récompense d'une structuration commune avec les assureurs, les conseillers en gestion de patrimoine et les investisseurs finaux qu'on a consultés. C'est qu'on voulait évidemment s'adapter et respecter les souhaits de chacun. Donc, c'est d'augmenter la liquidité du fonds. Comme disait Zoé tout à l'heure, c'est important, cette liquidité, pour pouvoir la donner aux clients quand ils souhaitent sortir des fonds. C'est un fonds qui est plus adapté, en l'occurrence Pythagore, au contrat d'assurance vie, parce que c'est un fonds de capitalisation, comme l'est l'enveloppe assurantielle. On a retiré les frais d'entrée de nos véhicules parce que les clients et les assureurs trouvaient que c'était également quelque chose de problématique. Mais on a surtout permis, comme je le disais, en fait, un accès intégral au marché de l'immobilier, pour l'instant en France et en Europe, et je l'espère dans les années à venir encore plus largement sur toute cette géographie. Ce qui fait de nos véhicules des véhicules dont l'optimisation rendement-risque est très importante, parce qu'il n'y a plus cette surexposition, par exemple, aux deux classes d'actifs majeures qui étaient autrefois dans les patrimoines des clients investisseurs français, et bien sûr pas non plus sur une seule zone géographique. On a vu que d'être sur un pays ne réagit pas comme un autre, que ce soit une crise sanitaire, une crise financière ou autre. Et donc, le fait de pouvoir être diversifié sur différents pays est important. Autre point important, pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on a choisi l'architecture ouverte et la multigestion ? C'est aussi parce qu'il y a certains pays qui ne sont pas arrivés non plus au même niveau de maturité que nous. C'est-à-dire qu'il y a des marchés immobiliers sur lesquels nous, on a effectivement beaucoup de profondeur en France ou même en Allemagne, mais aujourd'hui, il y a des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas sur lesquels les taux de rendement sont encore très avantageux par rapport à ce qui se passe sur nos marchés français domestiques ou en Allemagne. Donc, on va chercher également de la performance qu'on ne retrouve plus
sur nos marchés domestiques, qu'on travaille sur d'autres secteurs, mais qui sont… voilà. Donc, c'est important, en tout cas, d'aller beaucoup plus loin. Et Alors, par rapport à ça, donc vous n'avez pas une répartition type, donc ni cible, ni géographique, ni secteur. C'est vraiment aujourd'hui, c'est en fonction du marché. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. On est bien d'accord. On a une répartition sectorielle qui est liée effectivement à nos convictions, Hélène. C'est-à-dire qu'en 2021, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va majoritairement sur 4 classes d'actifs. Le résidentiel et la santé, sur lesquels on avait déjà des convictions très fortes avant Covid, mais qui sont évidemment renforcées par cette période. Et parce que ce sont souvent des classes qu'on appelle des classes démographiques, elles répondent à un besoin basique en plus, de se loger, se soigner. On aime beaucoup aussi les infrastructures sociales, tout ce qui est crèche, école, parce que c'est aussi un besoin primaire. Et c'est surtout, ce sont des classes d'actifs qui fonctionnent dans tous les pays dans lesquels on souhaite aller, dans toute l'Europe en l'occurrence, et très stables, avec des baux très long terme qui peuvent aller parfois jusqu'à 30 ans. Et donc, vous vous en doutez, quand on gère un fonds immobilier qui génère des flux, donc des loyers, on est très sécurisé sur ce type de classe d'actifs. Mais on va également continuer à aller sur du bureau, sur lequel on a encore de fortes convictions, parce qu'on va sur des bureaux très serviciels, très adaptés aux bureaux d'aujourd'hui. Il y avait déjà une forte mutation, mais on continue à aller sur ce type d'actifs. Et bien sûr, malgré le Covid, excuse-moi. Malgré le Covid, parce que, en plus, nous, on va sur des zones assez tendues, des métropoles importantes en Europe. Donc, de toute façon, les besoins, on était en sous-offre sur beaucoup de ces métropoles. Donc, le Covid a permis de nettoyer un petit peu le marché, mais il n'y a pas eu de correction particulière sur ce marché. Puis, on voit bien que beaucoup ont repris le chemin du travail ces dernières semaines. Pour voir la circulation qu'on a à Paris, en tout cas, ça paraît clair. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, ça a bien repris le chemin du travail. Ce qu'on va surpondérer en 2021, clairement, c'est la logistique. On est très investi en logistique au sens très large du terme, pour les raisons que tout le monde connaît, parce que c'est une classe d'actifs qui parle beaucoup aux investisseurs. On pense qu'il faut rentrer maintenant sur le marché de la logistique. C'est pour ça qu'on surpondère. Donc, que ce soit de la grosse plateforme, de ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre, c'est-à-dire l'endroit où arrive le colis avant d'arriver chez vous. Et puis, bien sûr, les locaux d'activité qui se situent en périphérie des métropoles régionales, notamment en France. C'est un marché qu'on connaît bien, qu'on aime bien, et sur lequel il y a aussi un fort besoin. Et donc, on va, en tout cas en 2021, surpondérer cette classe qui est en train de se payer très, très cher. Et on rentre encore sur ce marché à des taux, on va dire, intéressants, mais ça pourrait ne pas être le cas dans les mois, années qui viennent. Donc, voilà, on y va beaucoup cette année sous toutes ses formes, c'est-à-dire en rentrant indirectement dans des grands fonds institutionnels très prestigieux, mais également en achetant des actifs en direct. D'accord. Voilà la raison, en tout cas, du choix de la multigestion, c'est de permettre en fait aux clients d'avoir vraiment une allocation extrêmement diversifiée, sécurisante et également flexible sur la durée. C'est-à-dire que le gérant de Pythagore va s'adapter sur la durée au marché immobilier. Et bien sûr, avec un but unique, c'est-à-dire servir l'objectif de performance, qui est en l'occurrence de 4,5% sur la durée des tensions recommandées, c'est-à-dire de stabiliser ce rendement sur la durée en allant chercher cette performance, évidemment, sur des marchés un petit peu différents. Donc, en gros, oui, donc l'objectif de rendement est de 4,5 et comme tu l'as rappelé, donc vous n'avez ni de frais d'entrée ni de frais de sortie. C'est bien ça. Et ça, comment tu l'expliques, comment vous avez réussi par rapport à d'autres SC ou SCI qui les pratiquent? Alors, on n'a rien réussi du tout. En fait, les frais d'entrée s'amortissent sur la durée des tensions recommandées. Et ça c'est pour tout le monde. Simplement, c'est plus handicapant pour le démarrage de Pythagore parce qu'en fait, on ne se sert pas de ces 2% pour générer du rendement, ce qui a expliqué l'amorçage de Pythagore en début d'année, en fait. On n'a pas eu cette aide sur la rémunération, mais ce n'est pas de la magie, c'est juste ces frais d'acquisition qui servent à acquérir les actifs sont amortis sur la durée. D'accord, très bien. Mais justement, pour les clients, donc c'est transparent, ils peuvent rentrer et sortir. On est, de toute façon, chez Théorème, voilà, on est extrêmement transparent, que ce soit dans nos communications, dans la manière dont on gère le fonds, dont on valorise les actifs. Et ça fait partie, effectivement, des choses qui étaient très importantes pour nous. Oui, j'entends bien. Et donc, oui, c'est ça par rapport à ça. Donc, je rappelle bien aussi ce que tu as expliqué, que vos deux, aussi bien Zoé et toi, vos deux SC et SCI, de toute manière, la liquidité est assurée par l'assureur. Donc, par rapport à ça, pour les clients, c'est quand même en toute transparence. D'accord. Pour finir, la chose vraiment qui est très importante pour nous, c'est la géographie.
Et vous verrez, je crois que j'ai quelques actifs à vous montrer. C'est important de savoir que déjà, on est à l'allocation cible de Pythagore, à ce niveau de maturité. C'est-à-dire que 50% du portefeuille aujourd'hui est investi en France, 50% du portefeuille est investi en Europe, avec des zones privilégiées comme les pays nordiques, le Benelux, donc Belgique, Luxembourg, les pays baltiques qui nous intéressent beaucoup, sur lesquels on est en train de regarder des choses pour la rentrée. Donc, il y a déjà l'atteinte de cette cible géographique qui permet donc d'ores et déjà aux investisseurs d'être parfaitement investis en termes de géographie. Sur les classes d'actifs, c'est pareil. Les classes d'actifs représentées aujourd'hui sont bien le résidentiel, la logistique, le bureau. Notre part santé va rentrer également sur la fin de période, on va dire le deuxième semestre 2021. Et donc, on est parfaitement raccord avec nos convictions sectorielles, en excluant pour l'instant, encore une fois, le commerce et l'hôtellerie. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de commerce et d'hôtellerie dans le portefeuille de Pythagore. D'accord. Voilà. OK. Donc, tu peux nous montrer, oui, quelques investissements. Oui, alors je vous montre quelques investissements. Alors, typiquement, le résidentiel, on est allé le chercher indirectement dans un très, très beau fonds institutionnel, donc, qui normalement est évidemment inaccessible au grand public, qui nous a permis d'avoir une exposition sur 12 villes européennes, donc principalement en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, mais sur notamment Pays-Bas et Danemark, ce sont des pays sur lesquels il y a encore énormément de valeur et qui nous permet d'atteindre l'objectif de performance du fonds, ce qui ne serait pas le cas si on avait acheté un seul actif en France avec une performance qui est de l'ordre, vous le savez tous d'ailleurs, autour de 3% de rendement. On a investi également dans un fonds prestigieux de Ardian qui fait de ce qu'on appelle de la création de valeur. Ils achètent des actifs qui ne sont pas forcément en bon état, qui vont remettre sur leur marché, relouer pour revendre immédiatement, qui génère également une performance importante. Sur la logistique, avec une sectorisation extrêmement intéressante, puisqu'il s'agit d'aller chercher les colis, j'allais dire un gros mot, mais au niveau des cargos des ports des Pays-Bas. Donc Rothschild traite la logistique aux Pays-Bas sur les ports pour les amener en Allemagne. Donc, c'est évidemment une stratégie qui est extrêmement intéressante puisque ça permet d'être sur la ligne vraiment parfaite pour livrer nos colis provenant des bateaux sur toute l'Europe. Donc, c'est une stratégie intéressante. Là, on est sur de la santé qui rentrera probablement pas cette année, mais c'était pour démontrer en fait qu'on s'intéresse très fortement à cette stratégie sur de jambes de la santé avec ce qu'on appelle les cliniques, des soins suite rééducation, des centres de dialyse, des EHPAD, mais également des crèches, des écoles, des casernes de pompiers. C'est des stratégies qu'on aime beaucoup. Autre sujet qui plaît beaucoup aux investisseurs, et on les comprend bien, c'est notre participation dans tout ce qui est opération avec les data centers, puisque les data centers aujourd'hui sont des sujets évidemment plus que d'actualité, qui sont importants et qui font partie de la classe d'actifs logistiques. Pour nos investissements plus larges, c'est-à-dire en dehors de la zone euro, on a également investi dans des bureaux, mais sur des pays évidemment sur lesquels il y a des fortes demandes et avec beaucoup de choses en serviciel. Et cet acteur de bureau, spécialisé dans le bureau, a une stratégie intéressante qui vient des États-Unis et dont les clients vont entendre beaucoup parler ces prochaines années, qui est en fait un mix entre du bureau et des laboratoires de recherche. Ça n'existait pas encore en Europe. Ça fait 3 ans que ces projets immobiliers sont mis en place aux États-Unis. Et c'est en train d'arriver en Europe. Et ça permet aux gens, bien évidemment, d'avoir un bureau qui, à l'origine, est fait pour, évidemment, avoir de la place pour tout ce qui est recherche et développement. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc là, tu es en train de nous montrer, en fait, vous faites dans Pythagore, donc soit de l'investissement direct, donc vraiment, là, comme des biens que tu viens de nous montrer partout, ou par le biais de fonds d'investissement, on est bien d'accord. En fait, on donne accès à la gestion institutionnelle, c'est-à-dire que tout ce que vous venez de voir sont en général des investissements qui sont réalisés par des fonds de pension, des banques, des grandes compagnies d'assurance, qui, eux, et depuis très longtemps, et notamment dans les pays anglo-saxons, utilisent la multigestion en immobilier pour apporter cette diversification. Donc, ce qu'on apporte, nous, c'est ce savoir-faire et c'est surtout d'opter soit pour un investissement direct, alors c'est le cas du slide que vous voyez là, en face de vous, c'est-à-dire que quand c'est vraiment intéressant, évidemment, on va investir dans du direct. À peu près 50% du portefeuille, ça va être des investissements en direct, mais 50%, ça sera par le biais de fonds en indirect qui sont normalement inaccessibles. Et nous, on rend accessible ce qui est inaccessible. Et pourquoi investir dans l'indirect? Comme je l'évoquais pour le résidentiel tout à l'heure,
Notamment parce que c'est plus intéressant d'aller sur du résidentiel, on va dire de manière collective comme ça sur un portefeuille pour atteindre l'objectif de rendement, que d'investir sur un seul actif qui ne va pas générer le rendement suffisant et qui en plus va nous surexposer sur une zone géographique et sur un immeuble. Donc ça permet vraiment d'avoir tous les avantages en fait dans cette gestion. Mais bien sûr, on investit dans du direct, surtout quand on maîtrise la classe d'actifs comme c'est le cas là à Lyon. On est dans la zone logistique de Lyon et on a acheté avec un taux extrêmement intéressant. Ça nous permet bien évidemment d'acquérir des actifs dans des bonnes conditions. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, on va opter pour une autre méthode pour investir, ou alors on va co-investir avec des confrères, comme, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais on pourrait co-investir avec le fonds de Zoé, parce que, par exemple, elle a un immeuble en bloc dans le résidentiel en démembrement et qu'on serait intéressé pour acquérir cet actif qui serait trop gros pour elle, par exemple. C'est également qu'on peut faire. Donc, tout est possible dans notre stratégie. Donc, en fait, c'est des questions d'opportunité, j'ai envie de dire, d'investissement, mais qui restent, par contre, qu'on soit bien d'accord, qui restent aujourd'hui dans vos secteurs et dans vos secteurs cibles. On est bien d'accord, aussi bien un secteur géographique que secteur cible. D'accord, parfait. D'accord, c'est très clair. Est-ce que tu as autre chose à nous rajouter sur Pythagore ou pour toi, tu as fait à peu près le tour? Ah non, sauf si vous avez des questions. Ah, il y a des questions, je crois, par contre. Oui, il y a des questions. Jean-Olivier les a répondues au fur et à mesure que nous étions en train de discuter. Mais pour le coup, peut-être que Zoé et Galia peuvent répondre aussi à ces questions-là. On peut les ouvrir. Tout à fait. D'accord. Comme ça, tout le monde en profite. Il y avait des questions justement assez larges. Oui, donc, je te laisse les poser, Hélène, et également revenir sur SCI et SCPI. Voilà, tout à fait. Je vais peut-être d'abord justement poser le sondage, parce que je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'on nous pose aujourd'hui souvent la question, donc je vais lancer le sondage. C'est donc, connaissez-vous la différence entre justement SC, SCI et SCPI? Donc je vais le soumettre au vote si mon logiciel le veut bien. Alors attendez, excusez-moi. Alors, publier le sondage, voilà. Alors, et soumettre au vote, voilà. Alors, connaissez-vous la différence entre SCI et SCPI? Tout à fait. Une question qui revient très fréquemment dans nos rendez-vous clients. J'ai un petit souci technique, excusez-moi. Alors, donc, soumettre le vote. Pourtant, non, d'habitude, je n'ai pas de souci. Le vote y est. Hein. Ah bon, donc c'est bon, vous le voyez. Oui, le vote y est. On est à 12 oui pour l'instant et 4 non. 76% de oui. 76% de oui. Donc, est-ce que vous pouvez quand même à peu près le réexpliquer en 2 mots, l'une ou l'autre, peu importe, Zoé ou Gaëla? Gaëla, je te laisse. Oui. Alors, la SCPI est un véhicule de distribution déjà. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été créée pour compléter les revenus des investisseurs. Donc, c'est un véhicule qui cherche essentiellement donc, du revenu. Là où la SCI, en fait, est un véhicule de capitalisation, c'est que même si on va chercher également du revenu dans le fond, l'essentiel de la performance se situe dans la capitalisation, c'est-à-dire dans la création de valeur liée aux actifs immobiliers. Patrimonialement, donc la première, la SCPI, qui a été créée dans les années 70, donc sert à compléter les régimes obligatoires pour une partie des retraités, hein, jusqu'à il y a encore, on va dire, 5 ou 6 ans, l'âge moyen des SCPI, c'était autour de 70 ans. Ça s'est un petit peu ouvert et démocratisé pour les plus jeunes parce que on commence à les démembrer. Et c'est vrai que c'était essentiellement pour la retraite. Alors, il y a aussi la fiscalité. La fiscalité de la SCPI, c'est la fiscalité des revenus fonciers. Voilà. Et donc, ça, c'est pour la SCPI. La SCI, on est dans le cadre d'une enveloppe assurantielle, dans le cadre donc, de l'assurance vie. Et donc, c'est soumis à la fiscalité des contrats d'assurance vie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans les questions, on me posait une question. Donc, les frais donc, sur versement sur les SCI, donc ça, vous les avez dit l'une et l'autre. Donc, après, on peut les rappeler. Et surtout, on me posait aussi quid des frais de gestion annuels. J'ai une question sur le sujet. On est tous au même, je crois, Zoé. Hein 1,6 1,60 de frais de gestion. Ouais. 1,60 de frais de gestion. Et c'est pareil sur Capimo, je crois. Et... Toutes les SCI sont 1,60 de frais de gestion. Ouais. Ok, ça marche. Et là, on me pose aussi une question, comment choisir entre les différentes SCI? On parle de vos concurrents aussi, hein, donc Primonial Capimo, Via Génération, Silver Avenir.
Pythagore. Donc, là, voilà, par rapport à ça, comment les choisir? Est-ce qu'il y a vous avez des clés ou pas pour les choisir? Ça, c'est des questions que j'ai de nos clients. Chez Théorème, vous avez compris, on est très favorable à la diversification. Donc, j'ai envie de dire, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir de nombreux véhicules sur le marché qui permettent de faire des belles allocations, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, nous, comme a répondu d'ailleurs Jean-Olivier, nous, on est très diversifié. Donc, fonds de portefeuille, ça permet d'avoir une exposition large et surtout de la flexibilité. Et en fonction des convictions en fait, des investisseurs, on va surpondérer l'allocation avec du résidentiel, avec, je sais pas, une conviction verte, par exemple, ESG, ou avec de l'hôtellerie, que sais-je, pour pouvoir faire une allocation qui, évidemment, est dans l'intérêt du client et conforme à ses convictions, en fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut avoir justement un portefeuille diversifié et très complet. Vous pouvez vous compléter les uns les autres sans aucune difficulté. Exactement. J'ai une question pour toi, Zoé. Aujourd'hui, pourquoi choisir Silver Avenir plutôt qu'une autre SCI? Pareil, sans la citer, la deuxième. Donc, pourquoi plutôt Silver Avenir? On me demande, donc par rapport à ça, qu'en penses-tu? Aujourd'hui, sur les SCI viagers, on va en avoir plusieurs. Après, chacune a ses spécificités. Elles sont la même stratégie. Après, ça va dépendre du contrat, surtout parce qu'on n'est pas référencé sur les mêmes contrats d'assurance vie. Mais après, le marché est assez grand pour tout le monde. Donc, moi, je pense que c'est assez important et ça permet de créer une dynamique de marché, le fait d'avoir plusieurs fonds viagers. Donc, après, ça va dépendre également de votre contrat d'assurance vie, principalement. Et ensuite, j'ai une autre question. Est-ce risqué de verser une somme importante en une seule fois, donc en l'occurrence sur SCI, Silver Avenir, ou faut-il mieux verser de façon progressive comme pour les unités de compte? Mais pareil pour la SCI. Aujourd'hui, ça a différents avantages. Le plus tôt vous allez arriver dans un fonds, le plus tôt vous allez avoir la performance. Et aujourd'hui, on est encore sur un fonds qui reste à taille humaine parce qu'on est en création de fonds. On a créé le fonds l'année dernière. Donc, moi, mon avis, et ce que j'ai fait personnellement, c'est de verser tout d'un coup et j'en verse après petit à petit parce que ça reste un complément. On vise 5% de performance dans le temps. Donc, plus on arrive tôt, plus on va avoir de la performance. Mais après, c'est toujours cohérent d'en rajouter un peu tous les mois. Merci Zoé. Une question pour toi Gaëla. Quelles sont les performances nettes moyennes par an à atteindre avec Pythagore? Tu m'avais dit environ 4,5, c'est ça, hein? C'est ça grosso modo? La cible vraiment, c'est pour la fund manager de Pythagore, c'est vraiment 4,5 en moyenne sur la durée de détention recommandée. Donc ça, ce qu'on vise sur Pythagore, c'est la régularité, clairement. Après, on est en période d'amorçage. Hein, donc, alors comme dit Zoé, nous, on a la chance d'avoir un fonds dont la VN ne fait que grimper. C'est ce qui plaît d'ailleurs dans les SCSI pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre de véhicule dans leur patrimoine et qui ont notamment investi dans Capimo ou d'autres SCI. Donc, il faut rentrer au début pour effectivement profiter de cette croissance et ne rentrer pas trop tard et remettre régulièrement pour profiter de nouvelles périodes de croissance. En gros, si je me permets, vous en avez encore sous la pédale en termes de rendement à attendre. Hein, contrairement à la SCPI, où en fait on a un rendement qui est effectivement flat, on le connaît une fois par an, mais après on sait que c'est le même pendant une année. La SCI, on le voit bien sur les graphes de nos confrères, ça grimpe, quoi. Donc ça plaît beaucoup quand ça grimpe, c'est normal. Bah, c'est logique. D'accord. Très bien, merci. Pour le moment, je ne crois pas, je crois que je n'ai oublié aucune question. Il y a une question sur la responsabilité de l'actionnaire. Ah oui, exactement. Justement, c'est souvent des questions qui nous reviennent parce que la SCI, c'est aussi un véhicule utilisé dans le cadre familial. Et donc, Résultat des courses, on nous parle souvent de la responsabilité au travers d'une société civile immobilière. Donc, quel est le cadre juridique et des responsabilités dans une SCI, pour le coup, qui est un véhicule commercial type FIA aujourd'hui? Alors, déjà, le seul actionnaire de nos SCI, c'est l'assureur. Donc, en fait, la responsabilité revient à l'actionnaire et donc à l'assureur. Et donc, pas risque pour les investisseurs de l'unité de compte. Oui, donc aucun risque pour les investisseurs, en fait. C'est ça surtout. Je pense que c'était la question sous-jacente. Très bien. Mais je crois que nous avons fait le tour des questions. Je vais juste passer donc déjà merci pour votre disponibilité, Zoé et Gaëla. Donc dans le coup, j'ai juste posé le dernier petit sondage par rapport au format, parce que c'est toujours important de savoir si tout ça a été
bon pour tout le monde et tout le monde le trouve cohérent. Donc voilà, donc, par rapport à ça, je demande aujourd'hui, donc, soumettre le vote. Est-ce que vous, par rapport au temps consacré, est-ce que ça vous a convenu et l'interactivité? Je ne vois pas, moi, ce soir, les réponses au sondage. Donc, Jean-Olivier, si tu les vois, tu peux Oui, en nous parler. sommes à 13, à 100% de oui. Donc, Voilà, 100% de oui. Ah, ça monte, ça continue. C'est bien. On aurait dû nous faire noter pour voir si on avait une note sur 20. C'est un peu. Là, tu viens de dépasser 20. Donc parfait. Et c'est sur le coup. Donc merci. Je dirais Zoé et Gaëlla pour votre présentation et votre, je dirais vos réponses aux différentes questions que nous avons pu avoir. Est-ce que vous avez des choses l'une et l'autre à rajouter ou un mot de la fin? Et non, vous souhaite une bonne soirée. Exactement. Profitez bien. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à vous. Et ensuite, j'aimerais rajouter, comme d'habitude, que ce live sera donc en replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller revisionner tout ce qui s'est dit ce soir. N'hésitez pas également, donc bien sûr, à nous poser des questions si il y avait des zones d'ombre ou des choses qui étaient restées sans réponse. N'hésitez pas, on est là, on est à votre disposition. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite à tous un très, très bel été. Pour le coup, puisque nous reviendrons courant septembre à la fois pour les lives et à la fois pour les Patrimo Live. Nous reviendrons avec des thématiques d'approche pédagogique comme nous l'avons fait tout au long du premier semestre 2021. Merci à tous. Très belle année à tous. Merci encore. Belle soirée, profitez bien.